Bien, donc on va peut-être reprendre. On va voir, il y en a certains qui sont encore qui tardent, mais bon, ils vont arriver. On reprend donc avec Claude Debru, professeur émérite en philosophie des sciences à l'École normale supérieure et membre de l'Académie des sciences, qui a été, comme Anne-Marie d'ailleurs, un ancien élève de Canguilhem et qui a publié tout un ensemble de travaux qui vont de l'histoire de la biochimie des protéines, c'est maintenant assez ancien, mais c'est un ouvrage remarquable, jusqu'à tout un ensemble de choses autour de la philosophie des sciences de la vie. Donc je vous cède la parole. Merci Claude Olivier. Je suis très heureux d'être là pour rendre hommage à ce vieux camarade qui était Dominique Lecourt. Et en hommage à sa mémoire, je voudrais d'abord évoquer quelques souvenirs d'une époque aujourd'hui révolue. Alors, d'abord sous la forme de témoignages. J'ai rencontré Dominique Lecourt. À l'époque, il s'appelait officiellement Lecourt Chenot. En Cagne, à Louis-le-Grand, en 1963-64. Nous sommes entrés tous deux à l'École normale supérieure dans la même promotion en 1965. Il a soutenu son diplôme d'études supérieures sous la direction de Canguilhem, ça a été déjà dit, en 68 sur l'épistémologie historique de Gaston Bachelard. Nous avons tous deux passé l'agrégation de philosophie en 69, dans la deuxième session que le ministère avait accepté d'organiser sur la suggestion de Georges Canguilhem lui-même, la première session ayant été troublée par l'irruption des CRS dans la bibliothèque Sainte-Geneviève. Dominique, je dois le dire, était le rejeton d'une famille qui a connu plusieurs ministres gaullistes, dont Bernard Chenot. Au début des années 70, il m'avait reçu dans un petit appartement du 13e arrondissement. Sur la table basse du salon, j'avais remarqué un bloc de papier en tête du Conseil d'État. À l'école normale, ça a été dit, il s'était rapproché de Louis Althusser, qui a plus tard rédigé un avant-propos à son ouvrage sur les 5 codes dont il a été question tout à l'heure et dont je reparlerai peut-être si j'ai le temps à la fin. Alors, depuis cette époque, aujourd'hui très lointaine, nos chemins se sont séparés, mais aussi fréquemment croisés, et toujours dans des circonstances significatives, à Lyon, Strasbourg ou Paris 7, grande époque de Paris 7. Eh bien, une circonstance, je tiens à le rappeler, une circonstance particulièrement significative pour toute la communauté des historiens et des philosophes des sciences dans ce pays, ça a été déjà dit, à la fin des années 90, concerne la création des postes dits postes Lecourt, à savoir de 15 postes de maître de conférence en histoire et philosophie des sciences attribués aux universités qui en feraient la demande, et après examen par une commission ad hoc présidée par Lecourt et instituée par le ministre Claude Allègre. Cette disposition avait été prise à la suite de la réception par le ministre français de recommandations transmises par la DG12 de la Commission européenne aux différents gouvernements européens qui ont donné des suites variées. Recommandations que j'avais moi-même rédigées à l'issue de la conférence sur l'histoire des sciences et techniques de la médecine en Europe qui avait eu lieu à Strasbourg en juin 1998. J'avais organisé cette conférence à l'Université Louis Pasteur, la défunte hélas Université Louis Pasteur, pour le compte du réseau ALLEA, l'Alliance des Académies d'Europe, alors récemment créée par Paul Germain, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, fort soutien pour l'histoire des sciences, tout comme Pierre Carli, ancien président de l'Université Louis Pasteur. Paul Germain et Pierre Carli ont mis tout leur poids dans cette affaire, et donc cet enchaînement d'événements favorables pour la discipline, par une sorte de coïncidence des actions, mérite à mon sens d'être rappelé. Alors, mon propos d'aujourd'hui est de commenter en philosophe, l'idée d'épistémologie historique, dont Lecourt fut un promoteur efficace et important, et je le ferai à l'aide de 3 sources principales.
l'ouvrage publié chez Vrin avec un avant-propos de Georges Canguilhem, l'épistémologie historique de Gaston Bachelard, qui a véritablement lancé Dominique Lecourt, le volume pour une critique de l'épistémologie Bachelard-Canguilhem-Foucault, publié en 1974, ainsi que le volume publié dans la collection de travaux de l'Institut Max Planck d'Histoire des sciences à Berlin en 2012, sous le titre Epistemology and History, From Bachelard and Canguilhem to Today's History of Science, organisé par Henning Schmidtken, avec Peter Schöttler et Jean-François Bronstein, qui contient beaucoup d'informations utiles. J'utiliserai également d'autres sources. Alors, on retrouve dans ce recueil de Max Planck d'importants éclaircissements terminologiques. L'expression « épistémologie historique » apparaît chez Canguilhem en 1963 dans un texte consacré à l'histoire des sciences dans l'œuvre épistémologique de Gaston Bachelard. Texte où se trouve clairement exposée la nécessité d'une vision historique mettant en évidence la primitivité de l'erreur dans la recherche de la vérité scientifique. Notons que ce thème de l'erreur avait fait l'objet d'un important cours donné par Canguilhem à la faculté des lettres de Strasbourg, repliée à Clermont-Ferrand en 1943-44, d'où la place donnée à l'histoire dans son rapport à l'épistémologie et l'inévitable glissement chez Canguilhem de l'épistémologie historique à l'histoire épistémologique. À cet égard, il est important de noter que l'expression « histoire épistémologique » se trouve sous la plume de Lecourt pour indiquer que l'épistémologie historique est un réquisite de l'histoire épistémologique. En d'autres termes, l'histoire épistémologique des sciences présuppose une épistémologie laquelle ne peut être qu'historique. Je trouve que dans ce style de réflexion de Lecourt, qui prend les choses à la base, il a la même attitude fondamentale que Canguilhem qui essaie de prendre les choses à la base. Alors, ce courant de pensée, épistémologie historique, histoire épistémologique, on l'a dit, a eu un remarquable succès international. Mais ce qui va nous intéresser n'est plus tellement le devenir d'une spécialité universitaire qui est assez largement répandue aujourd'hui, mais un certain changement de perspective qui met l'histoire au premier plan dans la science. En quelque sorte, l'histoire épistémologique tout autant que l'épistémologie historique, ce déplacement doit beaucoup à Canguilhem et a été repris par Lecourt. Dans son ouvrage « Pour une critique de l'épistémologie Bachelard-Canguilhem-Foucault », Dominique Lecourt consacre un chapitre à l'histoire épistémologique de Georges Canguilhem. Pourquoi l'histoire ? Dans son étude classique sur l'histoire de la théorie cellulaire, publiée originairement en 1945, Canguilhem écrit « Le bénéfice d'une histoire des sciences, bien entendu, nous paraît être de révéler l'histoire dans la science. L'histoire, c'est-à-dire, selon nous, le sens de la possibilité. Connaître, c'est moins buter contre un réel que valider un possible en le rendant nécessaire. » Je commente. Pour qui lit et relit que l'histoire, c'est le sens de la possibilité, il est impossible de ne pas lire l'histoire avec un grand H, celle qui vient de se dérouler et qui a vu un possible vaguement entrevu devenir le facteur d'un enchaînement nécessaire. Il ne s'agit plus seulement de science, il s'agit manifestement d'autre chose, et donc l'épistémologie historique est aussi à prendre dans le sens de la grande histoire. C'est peut-être le point le plus important de cette démonstration. L'expérience politique de l'avant-guerre, de la résistance et de la libération est toujours là, bien présente dans la réflexion de Canguilhem. Par tout son passé politique, Canguilhem avait une connaissance intime de ce que c'est que l'histoire. Revenons aux années 68-69. Tout était en question, y compris la philosophie. La philosophie dans son rapport à ce qui était à côté d'elle-même, la société, l'histoire en marche, certes, la politique, l'idéologie, les sciences humaines, les sciences tout court, le tout sur le fond d'une très réelle angoisse sur ce qu'il convenait de choisir comme fondamental. Pour un certain nombre d'entre nous, il y en a ici qui sont présents, le thème favori de nos quêtes enflammées était science et philosophie, thème d'un classicisme achevé, tout autant que d'une actualité brûlante, avec des points de fixation, le marxisme, la psychanalyse,
sont-ils des sciences? Il n'est nullement anodin que Lecourt, élève de Canguilhem, ait pris alors le commentaire de Bachelard comme sujet de diplôme, lequel Bachelard s'est interrogé sur le statut fragile, l'incertitude du rôle de la philosophie comparée aux sciences, mathématiques, physique, chimie. Relisant aujourd'hui à plus de 50 ans de distance le texte talentueux de Lecourt, j'y trouve la pertinence de l'interrogation de la philosophie sur elle-même, de la polémique de Bachelard sur la philosophie, interrogation qui était de nature à réorienter certains philosophes vers d'autres voies, le militantisme, l'insertion dans le monde ouvrier, l'étude sociale du travail, la profession de psychanalyste, les études médicales ou également les études scientifiques proprement dites. Il faut le dire, la philosophie en France était dans un état de crise, état fort productif en lui-même, mais non sans déchirement pour certains. Je me permettrai d'ajouter que la déconstruction de la métaphysique, prônée par d'autres maîtres, n'était pas de nature à mobiliser certains types de jeunes esprits. Bachelard commenté par Lecourt, donc. Il est indéniable que Bachelard a fait bouger la philosophie dans son rapport avec les sciences en France. Qu'est-ce qui, philosophiquement parlant, d'une manière intérieure à la philosophie, autorise la philosophie à sortir d'elle-même, en suscite le désir? Telle est la question que se pose Lecourt en conclusion de son étude. Cette question fait écho à certaines remarques de l'introduction, je cite, « La philosophie doit renoncer à la forme systématique, au confort de son espace clos, à l'immobilité de la raison close pour se risquer », ça a été dit largement, le risque, aux côtés des savants, à leur suite, dans des champs de pensée non encore défrichés. Fin de citation. Cet encouragement à participer à un défrichage intellectuel ne pouvait qu'avoir un profond écho dans une jeunesse philosophique, la nôtre, avide de nouveautés. Je souhaite maintenant privilégier deux thèmes de réflexion importants dans le contexte de l'époque, thèmes qui ont été travaillés par Dominique. Le contexte de l'époque, une époque où le slogan « tout est politique » était à la mode. Ces deux thèmes sont la dialectique et l'idéologie. Le concept de dialectique, prise dans un sens original issu du dialogue, se trouve à de nombreuses reprises sous la plume de Bachelard. Lecourt, qui a dressé la liste de ses principales occurrences, souligne que, je cite, « le concept de dialectique subit une évolution certaine des premières aux dernières œuvres. La fonction du concept change et sa signification bascule d'un bord à l'autre de la notion. » Fin de citation. La fonction du concept se trouve inscrite dans le dialogue du mathématicien et du physicien, du pourvoyeur d'hypothèses et de théories d'une part, et de l'instructeur d'expérience d'autre part. Dialogue qu'on ne peut saisir qu'en se plaçant dans cette position centrale, si difficile à conquérir, que Bachelard assigne à l'épistémologie. Alors, pour quelle raison Bachelard introduit-il un concept tellement chargé de signification dans son épistémologie? En réalité, il en fait un usage, il faut l'avouer, littéraire et métaphorique. Il en modifie le sens à sa guise, particulièrement du début à la fin de son œuvre. Je ne vais pas vous infliger le florilège des citations très belles de Bachelard, incluant la dialectique, mais maintenant poser une question. Pourquoi Lecourt désigne-t-il le concept de dialectique comme un concept important d'une épistémologie dont il va ultérieurement revisiter les présupposés en les soumettant à la critique, Lecourt toujours critique. Il nous semble que cet intérêt de Lecourt tient aussi à certaines résonances philosophiques et politiques que ce terme ne manque pas d'évoquer, de la dialectique hegelienne comme puissance du négatif au matérialisme dialectique revu par son maître Althusser. Ce que Bachelard, pour sa part, appelle dialectique, c'est le processus de réorganisation du savoir, particulièrement clair dans les relations évolutives entre mathématiques et physique. Je cite Lecourt. Ainsi défini, le concept de dialectique ne coïncide avec aucun des concepts désignés par ce mot dans la philosophie traditionnelle. Nous n'en reprendrons pas ici la démonstration qui a été faite par M. Canguilhem dans son article sur la dialectique et la philosophie du non,
mais nous voudrions faire observer que compte tenu de la situation de l'épistémologie de Bachelard par rapport à la philosophie antérieure, ce concept ne pouvait pas être l'équivalent d'un concept philosophique quel qu'il soit. Bachelard, Canguilhem, Lecourt. C'est un appel à l'innovation conceptuelle, un nouveau concept de dialectique. Et un nouveau concept dialectique, un concept à effet dialectique, n'en doutons pas. Canguilhem, avant Lecourt, a cherché, je cite, à suivre au cours de ses publications successives les variations de Bachelard sur son thème épistémologique de prédilection. Canguilhem réitère le refus bachelardien de toute interprétation hegelienne de la pensée de Bachelard. Je cite, « Ce que Bachelard nomme dialectique, c'est le mouvement inductif qui réorganise le savoir en élargissant ses bases, où la négation des concepts et des axiomes n'est qu'un aspect de leur généralisation. » Canguilhem insiste, « La rectification des concepts ne s'effectue pas par contradiction logique. » Je cite, « Les contradictions naissent non de concepts, non des concepts, mais de l'usage inconditionnel de concepts à structure conditionnelle. » Je trouve que ça, c'est assez fort de la part de Canguilhem. Bachelard donne donc un sens particulier à une dialectique non ternaire. La philosophie du non, je cite, c'est une philosophie du travail, en ce sens que travailler un concept, c'est en faire varier l'extension et la compréhension, le généraliser par l'incorporation des traits d'acception, l'exporter hors de sa région d'origine, le prendre comme modèle ou inversement lui chercher un modèle, bref, lui conférer progressivement par des transformations réglées la fonction d'une forme. La pensée scientifique contemporaine est caractérisée, dit Bachelard, par une énorme puissance d'intégration et une extrême liberté de variation. Liberté de variation, je trouve que cela a été particulièrement exposé par le propos d'Alain Prochiens. Liberté de variation plutôt que volonté de négation, voilà ce que traduit le non partout présent dans cette épistémologie dialectique. Alors, dans son ouvrage « Pour une critique de l'épistémologie, Bachelard, Canguilhem, Foucault », Dominique Lecourt écrit, pour sa part, au sujet de Bachelard, « Il faut examiner auparavant les catégories positives que libère la reconnaissance des obstacles comme tels et le respect des ruptures et réorganisations. Nous pouvons dire que toutes ces catégories sont ordonnées à une conception inédite de la dialectique. Cette catégorie désigne chez Bachelard la réalité du travail scientifique, le processus d'ajustement réciproque de la théorie de l'expérience. Or, étant donné qu'on se refuse, par rejet préalable et polémique du couple sujet-objet, tout point fixe, on se refuse tout point fixe, il faut penser cet ajustement non comme adéquation formelle, mais comme processus historique. Dans une histoire qui n'implique aucune sécurité, aucun destin qui vouerait la théorie a toujours trouvé moyen de se réaliser. Bref, il se produira une réorganisation du savoir, c'est cette réorganisation que Bachelard appelle dialectique. Georges Canguilhem a montré que cette catégorie de la dialectique ne pouvait être assimilée à aucune conception classique de la dialectique. On le comprend volontiers lorsqu'on a saisi le sens et les implications de la polémique anti-philosophique de Bachelard. Cette dialectique qui apparaît, c'est la dialectique spontanée de la pratique scientifique. Elle affirme, contre le scepticisme philosophique, l'existence des objets de la science et procède par réorganisation du savoir du sommet à la base. Je poursuis la citation. Il nous semble que c'est très exactement ce que Lénine désignait dans matérialisme et empiriocriticisme comme, entre guillemets, matérialisme dialectique spontané des savants. Lénine et Bachelard, sur ce point, se rencontrent même au niveau du vocabulaire. Tous deux affirment que la connaissance est, entre guillemets, production historique. Fin de citation. Je dois vous dire qu'il est difficile d'échapper à l'impression de monumentale banalité de cette dernière affirmation. Je m'excuse auprès de mon vieux camarade. Mais comme tout est politique, il est indéniable qu'il s'agit d'une leçon politique adressée au lecteur. En conclusion de son examen critique de Bachelard, Lecourt écrit « Les acquis même de Gaston Bachelard sont pris dans ce qu'il faut bien appeler sa philosophie, c'est-à-dire si ce que nous avons dit est juste de la politique. Pour notre part, du couplage, nous laisserons tomber la métaphore, indice d'un substitut de théorie de la connaissance, et nous garderons la dialectique. » Alors, Canguilhem, pour sa part,
a commenté la vision que le cours avait de Bachelard. Je cite, totalement objectif, Canguilhem. Dominique Lecourt, l'auteur d'exégèses minutieuses, pénétrantes, compréhensives de l'œuvre de Gaston Bachelard, dans la dernière étude qu'il lui consacre, sous le titre Le jour et la nuit, tente ingénieusement de démontrer que Bachelard n'a pas réussi à prendre conscience du moteur et du sens de ses analyses épistémologiques, qu'il est resté prisonnier des implications idéalistes de la philosophie des sciences, en appliquant aux productions du savoir une méthode de jugement verticale, alors que toutes ses conclusions tendent à renforcer les thèses du matérialisme dialectique. Puisque la production des savoirs est un fait de pratique sociale, le jugement de ces savoirs quant à leur rapport avec leurs conditions de production relève en fait et en droit de la théorie de la pratique politique, c'est-à-dire du matérialisme marxiste repensé par Louis Althusser et son école. Fin de citation. Canguilhem, totalement objectif, Lecourt, marxiste, certes critique. Maintenant, l'idéologie. La question de l'idéologie et de sa place dans les interactions entre science, philosophie et politique est un autre point de fixation de l'époque. Et derrière cette question, celle de l'histoire, j'y reviens, et de l'État. Rappelons à cet égard que le président Charles de Gaulle a visité l'URSS en 1966. Il me semble qu'il y a eu chez Lecourt à cette époque une certaine logique qui enchaîne l'éducation gaulliste, même répudiée, la conjoncture historique et par là l'orientation en faveur d'un rapprochement avec l'URSS, d'où l'ouvrage sur Lysenko. N'oublions pas non plus la fascination exercée par la Chine communiste dans le contexte politico-intellectuel de l'époque. Dans le chapitre de l'épistémologie historique de Gaston Bachelard intitulé « Une philosophie non philosophique », Lecourt s'interroge sur la nécessité d'une discipline philosophique face à la coexistence de fait et parfois de la contamination de la science et de l'idéologie. Nous pouvons choisir de définir une idéologie comme un système d'idées fondé sur un choix de valeurs. Par rapport à une telle définition, il s'agit de justifier l'activité philosophique en la resituant. Mais, dixit Lecourt, la philosophie doit être retournée. Loin d'être le porte-parole des idéologies auprès des sciences, elle aura pour fonction de neutraliser leur discours et d'empêcher par là, dans la mesure du possible, l'apparition des obstacles. À tout le moins, elle se donnera pour mission de distinguer, dans les discours tenus, ce qui relève de la pratique scientifique de ce qui provient des discours idéologiques. C'est bien cette fonction de vigilance que Bachelard assigne à l'épistémologie nouvelle. Et Lecourt ajoute « Autant dire qu'elle traite de problèmes tout à fait étrangers à la philosophie traditionnelle, qu'elle pose des questions dont les philosophes ne peuvent pas ou ne veulent pas soupçonner l'intérêt. Pour toutes ces raisons, la nouvelle discipline sera une philosophie ouverte. Bachelard disait « La philosophie de la connaissance scientifique doit être ouverte. Elle sera la conscience d'un esprit qui se fonde en travaillant sur l'inconnu. » La nouvelle discipline sera une philosophie du concept. Une philosophie du concept, c'était un mot d'ordre et un programme à l'époque. L'ouvrage de Canguilhem, La formation du concept de réflexe au XVIIe et XVIIIe siècle, y était pour quelque chose, au moins pour certains d'entre nous. Canguilhem consacra un cours de Sorbonne à la rentrée 1969 à l'idéologie scientifique. Cours dans une salle bondée qui a donné lieu ultérieurement à la confection de l'ouvrage Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie en 1977. Le premier chapitre porte le titre « Qu'est-ce qu'une idéologie scientifique ?» En 1974, le philosophe marxiste Georges Labica entrait dans la danse avec un article intitulé « Pour une approche critique du concept d'idéologie ». Le chapitre extrêmement riche, plein d'analyses fulgurantes de Canguilhem, montre l'utilité pour l'histoire des sciences de ne pas ignorer l'idéologie, en forgeant ce néologisme d'idéologie scientifique et donc en donnant dans cette expression un contenu renouvelé au terme d'idéologie par rapport à la science. Alors, nous pouvons maintenant rapporter le jugement de Lecourt sur son maître Canguilhem, exposé dans son ouvrage pour une critique de l'épistémologie Bachelard-Canguilhem-Foucault. Dans cet ouvrage, qui consacre la rencontre de l'épistémologie et du marxisme, Lecourt effectue une analyse critique des œuvres de ces trois penseurs,
qu'il juge à partir d'une position clairement marxiste. La rencontre de ces trois auteurs, mise en scène par le cours, est légitimée par le caractère commun reconnu à ces trois auteurs et qui est leur non-positivisme, à savoir leur refus de l'unité de la science et leur refus corrélatif d'une science de la science développée en particulier aux États-Unis. Il est intéressant de noter que les auteurs visés comme positivistes et idéalistes ne sont pas seulement des anglo-saxons, mais également des moscovites, signe de l'intérêt de Lecours à l'époque pour l'Union soviétique, manifesté dans son ouvrage sur Lysenko dont il était déjà tellement question. Il est notable que Lecours présente les travaux de Canguilhem comme histoire épistémologique plutôt qu'épistémologie historique. L'irruption de l'histoire sur la scène de l'épistémologie est lourde de sens. Lecours ne décrit pas seulement, mais opère véritablement la rencontre entre l'histoire des sciences et les préoccupations théoriques des philosophes marxistes-léninistes groupés autour de Louis Althusser. Pardon. Il nous semble qu'aujourd'hui, le matérialisme historique, ainsi dégagé de sa gangue néo-hegélienne, peut se retourner vers l'épistémologie de l'histoire des sciences et, en rectifiant au besoin ses propres concepts, enrichir ces deux disciplines des fruits de sa récente mise à jour. Plus précisément, le temps est venu où l'épistémologie et l'histoire des sciences vont trouver leur assise dans le champ de la science de l'histoire. Mais la révolution qui va s'ensuivre dans ces disciplines longtemps laissées en friche n'aura dû sa possibilité qu'à l'existence d'œuvres comme celle de Georges Canguilhem. Fin de citation. En effet, le politique n'est nullement absent de l'histoire, même celle des concepts, à travers les controverses qui ont émaillé l'histoire des sciences de la vie. Dominique Lecours cherche donc à récupérer l'histoire épistémologique des sciences à la manière de Canguilhem au profit du matérialisme historique et non sans rendre prudemment hommage à ce dernier dont l'œuvre a rendu cette opération possible. Qu'on ne s'y méprenne non pas, dit-il, si des points de divergence apparaissent, qui naguère avaient été laissés dans l'ombre, ils ne peuvent être que secondaires. Ils sont au demeurant provisoires, puisque chaque année soumise à révision par le développement de nos travaux respectifs. Heureux si je pouvais, par ces quelques lignes, permettre au lecteur de prendre part à ces discussions, ce n'est pas le moindre hommage que nous puissions rendre à Georges Canguilhem que de dire qu'il la tient toujours fermement ouverte. Fin de citation. Sans entrer dans le détail des analyses fouillées de Lecours, et en particulier sur les réflexions de Canguilhem sur le concept et la vie, et sur les répercussions de la biologie moléculaire, notons que Lecours part des analyses de Canguilhem pour affirmer, je cite, « Nous proposerons, quant à nous, d'adopter la position suivante à l'égard de la découverte de l'ADN. Conserver, envers et contre tous, l'aspect polémique de l'ancien vitalisme, le vitalisme canguilhémien. Garder son aspect d'interdit vis-à-vis de toute théorie de la connaissance, à mon sens, une théorie idéaliste de la connaissance, et penser les nouveaux concepts sous cet interdit, ce qui permettrait l'affirmation simultanée, confirmée, reprise et rectifiée par l'existence matérielle du code génétique de l'idée qu'il existe une polarité, terme canguilhémien, ou une dialectique inscrite dans le vivant. Très précisément, la juste position ne consiste-t-elle pas à tenir à la fois dans leur apparence incompatibilité ces deux thèses. Fin de citation. Malgré donc quelques réserves touchant l'articulation canguilhémienne entre vie, concept et concept de la vie, Lecours fait en conclusion de Canguilhem une sorte de compagnon de route du matérialisme historique révisé par Althusser. Lecours et Canguilhem font, dixit, route commune. Quelques mots sur Lysenko. Qu'en est-il politiquement parlant de l'affaire Lysenko et de ses répercussions, en particulier en France? Althusser, peut-être gêné, coupe court dans sa préface. Il n'y a pas de quoi faire une affaire. Lecours, pour sa part, dans son ouvrage de 1976, présente les pièces du dossier et les violentes controverses déclenchées dans la presse française par un article sur la désormais célèbre session de l'Académie des sciences agricoles de l'URSS à Moscou en août 1948. Session qui consacrait la victoire provisoire du lysenkisme. Cette victoire reposait, ça a été dit par des confrères de l'Académie d'agriculture, spécialistes de l'agronomie,
cette victoire reposait sur des chiffres de production céréalière largement truqués par les kolkhosiens en vue de plaire au pouvoir central. C'est un vice rédhibitoire de ce système politique. La conclusion critique de Lecourt est la suivante, je cite, « Une politique qui recule devant la critique de ses propres erreurs reste, qu'elle le veuille ou non, soumise aux effets de leur cause. » Pour conclure, je me permettrai de remarquer que Dominique Lecourt avait gardé de ses origines familiales le sens de l'État, chose actuellement assez rare dans le milieu pour être notée. Je pense qu'il a vécu sa relation avec Canguilhem comme une sorte de filiation, précisément du fait d'une certaine dimension politique qui leur était commune. Je garde pour ma part de cette lointaine époque des années 60 et 70 en France le souvenir quelque peu nostalgique d'un grand bouillonnement intellectuel, d'un grand engagement philosophique, d'une grande audace de pensée qui n'a pas, à mon sens, été retrouvée depuis. Audace qui tenait aussi à des maîtres, qui ne devaient pas seulement leur influence, à leur idiosyncrasie philosophique, dans le cas de Canguilhem, un véritable génie, mais également aux épreuves que l'histoire leur avait fait traverser. L'histoire tellement présente en arrière-plan dans les réflexions de Canguilhem, l'histoire tout aussi présente dans celle de Lecourt, ce que j'ai pu vérifier dans certaines occasions où il a manifesté très clairement son intérêt profond pour la chose publique, tant certes au niveau national que surtout au niveau international, dans diverses directions dont il a été question. J'ajouterai le Liban, l'Université Saint-Joseph, et j'ajouterai son sens des responsabilités dans l'État républicain. Voilà, terminé. Merci beaucoup. Merci pour un exposé qui permet de rentrer dans le dur des débats de l'époque. Alors, je propose peut-être qu'on enchaîne tout de suite avec Étienne Balibar, de telle sorte parce qu'ensuite, normalement, Jean-Pierre Chevènement devrait nous rejoindre pour un bref moment. Et voilà, le sens de l'État. Et puis je pense qu'en fait, la discussion risque de s'engager un petit peu en même temps, d'après ce que je peux... Ça vous va? Quoi donc? On enchaîne directement oui, avec comme vous voulez, et ensuite on prend la discussion en général. Comme vous voulez, comme vous voulez. Alors, bien, je vais présenter très rapidement Étienne Balibar, qui est professeur émérite à l'université de Nanterre. Non, c'est fini? L'éméritat déjà passé. Ça dure pas. Hein. Ah, d'accord. Dans l'air. Donc, ancien professeur émérite à l'université de Nanterre et dans différentes universités américaines, et philosophe politique, ancien élève et très proche de Louis Althusser pendant longtemps, qui a publié beaucoup de très riches ouvrages. Je vous cède pas la assez parole. tard, si je comprends bien. Bien. Merci, Olivier. Merci beaucoup. Alors, tu nous donnes 20 minutes, c'est ça? C'est ça. Voilà. Bon, bah écoute, arrête-moi quand on y sera. Parce que comme je n'ai pas de texte écrit et que je suis connu pour ma propension à bavarder, j'ai encore besoin d'une seconde pour changer de lunettes. C'est pas génial. Vous savez, c'est un drôle de truc. Je commence à faire partie, bon, on est plusieurs quand même ici, de ma génération. Mais venir parler des amis qui meurent les uns après les autres, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment. Bon, c'est comme ça. Alors, il est -5, hein. Bon. Oui, bon, j'ai quelques notes, je vais essayer d'en tirer ce que j'appellerais une causerie plutôt qu'un exposé. Bon. Ce que je souhaiterais, c'est à la fois évoquer, à travers les rapports d'amitié très étroites que j'ai entretenus avec lui, quelques aspects de la personnalité
des activités de Dominique Lecourt, qui ont d'ailleurs déjà été mentionnées ici, donc ça se recoupe en partie au moins. Bon. Et d'autre part, soulever une question qui demanderait évidemment beaucoup plus de temps pour être instruite correctement, relative, non par hasard, l'exposé de Claude Debru suffirait s'il en était besoin à l'indiquer déjà par avance, à la question de l'idéologie, ou plutôt à l'articulation non seulement du problème des rapports entre la science et l'idéologie, en effet le grand lieu commun des discussions de cette époque, bon, mais aussi d'un terme supplémentaire, peut-être en arrière-plan dans certaines des indications qu'Anne-Marie Moulin a données tout à l'heure, mais qui n'étaient pas au centre du propos philosophique proprement dit, qui est la religion. Bon. Et je voudrais le faire, je l'annonce par avance parce qu'il est probable que je serai obligé de cavaler à ce moment-là, au travers d'une comparaison esquissée entre deux ouvrages parmi tous ceux que Dominique a écrits, et dont plusieurs, à mon avis, tiennent très bien à l'épreuve du temps, même et surtout si on est amené à en contester les formulations, l'argumentation, la méthode, etc. C'est-à-dire le livre sur Lysenko, en effet, tout le monde en parle ici. Il doit y avoir quelque chose quand même à propos de ce livre qui accroche. Bon. Et d'autre part, le livre publié 8 ans plus tard, si je ne dis pas de bêtises, en 76, 92, oui. Non, 15 ans, 76, 92, ça fait quoi? Ça fait 14 ans, hein, 16 ans plus tard, dont on n'a pas encore parlé, ça se trouve comme ça, bon, et que je tiens pour un maître livre, si, ça a été dit par Anne-Marie tout à l'heure, l'Amérique entre la Bible et Darwin. À mon sens, ces deux ouvrages forment, en tout cas après coup, un ensemble où comportent des continuités, des remaniements et des symétries qui méritent grandement la réflexion. Alors, j'essaierai d'y arriver dans un petit moment. Alors, l'échange que j'ai eu tout à l'heure en public avec Anne-Marie Moulin m'évite de m'attarder sur le premier point. J'ai effectivement entretenu avec Dominique des relations de collaboration et d'amitié très longues, dont le point de départ, évidemment, était dans notre collaboration commune, notre participation à l'équipe, on a dit le groupe, l'école, la secte, constituée autour d'Althusser, à l'école normale supérieure où Anne-Marie Moulin ne voulait pas venir parce que c'était une institution à la fois très masculiniste ou très machiste et très élitiste, qui était absolument vrai. Donc cet arrière-plan doit être pris en considération, y compris quand on fait référence ou quand on évoque certaines des aventures politiques de cette période, auxquelles je vais revenir rapidement. Même l'établissement. Ça partait d'une certaine façon de l'école normale supérieure. Donc c'est là que nos rapports se sont noués, bien qu'en un sens il y soit entré juste au moment où j'en sortais, mais ça c'est secondaire. Bon. Et puis ensuite nous avons fait un certain nombre de choses en commun. Le champ des activités de recherche, d'organisation de la recherche, d'institution de la science et donc de politique de la science de Dominique est gigantesque. Ça contient bien sûr l'Institut et l'Encyclopédie Diderot, la présence au sommet de l'administration de l'éducation nationale, etc., etc. Pour moi, c'est un petit domaine, mais qui, je crois, a quand même son importance. C'est la création de cette collection dite pratique théorique en 1981 aux presses universitaires de France et le travail que nous y avons fait ensemble pendant 25 ans à peu près avant de passer la main à des successeurs.
On pourrait se demander pourquoi les presses universitaires de France en 1881 avaient accueilli favorablement une collection de ce genre. Le directeur littéraire de l'époque était Michel Prigent, qui avait fait ses classes politiques d'abord dans l'extrême droite étudiante, ensuite dans l'entourage de Raymond Barre. C'était pas tout à fait la même normalien comme nous, évidemment. Ça jouait beaucoup. Bon. Mais il se trouvait que François Mitterrand venait d'être élu président de la République, et pendant quelques semaines ou quelques mois, tout le monde, aussi bien à droite qu'à gauche, s'est imaginé qu'on allait assister à un formidable retour en puissance, sinon du marxisme-léninisme, en tout cas des idéologies révolutionnaires. Bon. Nikos Poulantzas venait de mourir, la collection qu'il animait aux presses universitaires de France, très belle collection, disparaissait de ce fait. Et outre d'autres raisons, peut-être de sympathie personnelle, les PUF, c'est-à-dire Michel Prigent, se sont dit « Ah non, il faut qu'on ait quand même un ancrage à gauche, et peut-être même à l'extrême gauche. Donc ce que Balibar et Lecourt nous apportent, ben, ça tombe très bien, d'autant plus qu'ils ont quand même tous les crédits universitaires possibles et imaginables. » Bon, et c'est comme ça que cette collection a été créée. Nous avions un contrat de 12 ouvrages à publier, après quoi on devait renouveler éventuellement la suite. Bon, alors au bout des 12 ouvrages, Prigent, avec son ton un peu bariste, justement, tout à fait caractéristique, nous a dit « Votre collection est structurellement déficitaire. » Alors on s'est dit « Bon, c'est foutu. » Et au lieu de ça, il nous a dit « Je continue. » Bon, nous continuons. Bon. Et plus tard, Lecourt a pris dans le fonctionnement des PUF le rôle très important que beaucoup d'entre vous ici savent. C'est en fait lui qui a organisé le sauvetage des PUF au moment où elle tombait en faillite, grâce aux relations qu'il entretenait. On vient de parler de ses rapports avec la haute administration, de son héritage familial, etc., avec un de ses anciens camarades d'études qui est disparu il n'y a pas très longtemps, qui était l'homme fort du consortium des entreprises d'assurance françaises, Denis Kessler. Bon. Ça sert, quelquefois. Bon. Et évidemment, un souvenir précieux, je dirais, de cette collaboration, de cette aventure. Je crois qu'elle nous a permis de rendre quelques services. Bon, alors derrière tout ça, évidemment, c'est mon deuxième point, et allons très vite. Mon deuxième et mon troisième point, hein, puisque au fond, ce que Claude vient de nous proposer, en gros, c'est l'idée que sans doute Dominique devait beaucoup à Canguilhem et lui était attaché par un rapport de filiation, mais n'a pas bien résisté à la tentation d'incorporer l'héritage intellectuel de Canguilhem à une matrice althussérienne de matérialisme historique et dialectique. Bon. Je ne dis pas que c'est complètement faux, ça vaut en tout cas certainement pour une certaine période. Bon. L'idée que j'ai, elle vaut ce qu'elle vaut, je défendrai, c'est que, et peut-être aussi elle provient d'un certain type d'identification rétrospective, hein, c'est que nous avons eu la chance d'avoir plusieurs maîtres dans ce groupe. Pour ce qui me concerne, en plus d'Althusser et de Canguilhem, avec qui j'avais fait moi aussi mon DESS. Bon. Il y a eu au moins Hippolyte et Derrida. Bon. Tout ça ne pouvait, dans un premier temps, effectivement s'organiser dans une forme hiérarchique, on pourrait dire, où il pouvait y avoir une dominante. Mais peu à peu, il s'est révélé que ça ouvrait la possibilité de penser de façon non monolithique, je dirais. Hein, bon. Et donc d'opérer un certain nombre de rectifications. Et alors là, on va peut-être être à nouveau d'accord. Hein. Je pense qu'après coup, la leçon de Canguilhem a permis à Dominique Lecourt, non pas de liquider l'héritage d'Althusser, hein, certainement, mais de revenir de façon critique sur un certain nombre des positions qu'il avait défendues dans son entourage. Ah ben, monsieur le ministre, hein. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou on lui donne... Oui, bon. Faut pas que je sois trop long. Bon. Donc, et
Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je pense qu'il y a un événement qui joue un rôle important dans cette affaire. Je voudrais juste prolonger d'un cran ce que Claude Debrue disait tout à l'heure. Il est tout à fait vrai que Canguilhem a réagi de façon affectueuse mais ferme, c'était son habitude, aux formulations dont le cours s'était servi, non seulement pour une critique de l'épistémologie, mais surtout dans Bachelard, le jour et la nuit, en particulier sur le... en particulier sur le point qui donnait en somme son titre à l'ouvrage, qui concernait la présence supposée par le cours dans la philosophie de Bachelard, au fond, de deux courants hétérogènes, dont l'un tendait justement à prolonger et à renforcer le rationalisme à base scientifique, et dont l'autre envoyait au contraire du côté de la poétique et de l'imaginaire, qui semblait paradoxalement attribuer à Bachelard un type de dualisme qui est au contraire caractéristique du positivisme logique dans sa version classique. Et le cours a explicitement reconnu la justesse de la critique de Canguilhem, en même temps que sur d'autres terrains, il se transformait aussi ses positions. Bon. Alors pour ce qui est du rapport de Lecourt et d'Althusser, la première chose que je voudrais dire, c'est que sans doute Lecourt a été l'un des 2 ou 3 parmi les élèves d'Althusser qui étaient véritablement pendant quelques années dans un état de symbiose intellectuelle avec lui. Et ce n'était pas mon cas. Bon. En tout cas pas de la même façon. Bon. C'était le cas d'Yves Duroux, qui n'a jamais rien publié. C'était le cas de Robert Linhart, peut-être même de Rancière, malgré leur... Bon, et évidemment, la conséquence de ça a été que le cours a conduit en étroite connivence avec Althusser un certain nombre de batailles politico-philosophiques dans lesquelles on n'a pas le temps de rentrer ici. Bon, celles qui tournaient autour du maoïsme. Anne-Marie a dit tout à l'heure que le cours avait reculé devant l'établissement et il avait préféré l'abstraction au concret. Peut-être, mais il y a une raison à ça aussi, c'est que le cours avait été un des piliers de l'UJCML, de l'association d'étudiants. Bon. C'était même le responsable de publication des cahiers marxistes-léninistes, qui fait qu'un jour plus tard, nous déjeunions tous les deux avec un Français, Retour de Chine, qui avait écrit une histoire apologétique de la révolution culturelle. Et la première chose qu'il lui a dite sur un ton sentencieux, c'est: votre nom est bien connu en République populaire de Chine. Mais le cours n'a pas suivi Linhart et les autres, fortiori Béni Lévy et quelques autres qu'on pourrait mentionner à la gauche prolétarienne. Il a choisi à ce moment-là, au fond, de rester du côté d'Althusser, ce qui ne voulait pas dire du Parti communiste, dont il n'a jamais été membre. Bon. Ensuite, il y a eu les débats, je crois, très, très intéressants que reflète le petit livre intitulé Dissidence ou Révolution. Il s'agissait de la part de Dominique d'une tentative vouée à l'échec de démontrer à Foucault qu'il avait tort de faire alliance avec les nouveaux philosophes et qu'il aurait mieux valu continuer son compagnonnage avec l'épistémologie historique et le matérialisme historique. Et puis il y a le livre sur Wittgenstein qui a été mentionné ici, dont ils ont beaucoup discuté ensemble. Là, c'est pas Althusser qui traçait la voie, c'était le cours qui expliquait à Althusser qu'il y avait quelque chose de nouveau dont il fallait tenir compte. C'était aussi peut-être une façon, tout ça vous paraît peut-être un peu trop politisé, justement, ou antagonisé, une façon de proposer une alternative à la forme sous laquelle Granger et surtout Bouvresse avaient introduit à ce moment-là l'étude de Wittgenstein. Et heureusement, bien sûr, on s'en félicite dans la philosophie française, mais ça a eu comme contrepartie, évidemment, de la part c'était aussi une école, bon, pour ne pas dire une secte. Et Bouvresse considérait que tout ce qui venait du côté de chez Althusser représentait un danger mortel pour la philosophie. Bon. Donc je ne dis pas que le boycott du livre de Lecourt sur Wittgenstein a été organisé, mais enfin, moi quand je le relis, je trouve que c'est un bon livre. Bon.
Le malheur, évidemment, est arrivé au milieu de tout ça. Hein. Quelqu'un me disait tout à l'heure, le cours n'était pas à l'enterrement d'Althusser. Il paraît que c'est toi qui m'as posé ces... Non, c'est quelqu'un d'autre. Bon. Il paraît que j'ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, ce que je pense, c'est que Dominique a reçu, comme nous tous, mais enfin bon, a été très violemment frappé par tout ça. Le seul fait que c'est été lui qui ait dû opérer le déménagement complet de l'appartement qu'Althusser occupait à l'école normale supérieure a été et a dû être, j'en suis sûr, une épreuve terrible. Bon, et enfin, la dernière chose que je voudrais dire, parce que ça anticipe sur ce qui va arriver maintenant, et il faut que je conclue, bon, je dise quand même quelques mots des deux livres, c'est que le livre sur Lysenko a paru en 1976. Je ne veux pas faire de la micro-histoire. Et puis encore une fois, il y a le risque de substituer la mémoire, le témoignage personnel à l'appréciation objective des faits. Cette appréciation objective dont tu as tout à fait raison de dire que Canguilhem l'exerçait de son côté. Mais le point important, c'est que 1976, c'est le tournant, c'est l'année tournant, au fond, du travail de l'école althussérienne. Il y a 3 livres qui paraissent simultanément à ce moment-là. Le mien, sur la dictature du prolétariat, que je relis avec un peu de gêne. Enfin, il est pas mal foutu, mais bon, les positions qu'il défend sont... celui de Robert Linhart, Lénine, Les paysans Taylor, et celui de Dominique Lecourt, Lysenko, Une science prolétarienne. Et contrairement à ce qu'ont dit mes collègues, je l'ai relu hier, en même temps que le livre sur l'Amérique, j'ai relu tous les deux. Bon, j'en vois en effet les points problématiques. En ce qui concerne le rapport au concret, ce qui me semble le plus étonnant, hein, si vous voulez, parce que quand même la chose n'était pas totalement ignorée à l'époque, c'est qu'il est beaucoup question des problèmes de l'agriculture soviétique. Il n'est pas question du tchernosium, c'est dommage, bon, mais surtout il n'est pas question de l'extermination des paysans ukrainiens et plus généralement soviétiques au début des années 30, de sorte que les considérations sur le rapport entre la science agronomique et l'organisation kolkhosienne et sovkhosienne de l'agriculture souffrent d'une sorte de point aveugle. Alors, ceci étant dit, ce livre, je m'inscris en faux un peu sur ce qui vient d'être dit, ne constitue en aucune manière une défense du matérialisme dialectique, c'est au contraire une attaque virulente contre l'idée même du matérialisme dialectique. Alors évidemment, ce qui est très frappant, et je vais y revenir très rapidement, c'est que Dominique parle ici, disons, en première personne collective, c'est-à-dire que ce livre est écrit d'un point de vue déterminé, et ce point de vue est inscrit dans la lettre même du texte sous la forme « nous, philosophes marxistes ». Hein, bon. Et justement, si on lit attentivement le livre, on voit que nous, philosophes marxistes, ça veut dire nous, philosophes, qui non seulement ne pouvons pas être indifférents à ce qu'a été le matérialisme, la construction du matérialisme dialectique, mais même devons nous considérer d'une certaine façon comme comptables de ce que le marxisme est devenu sous la forme du matérialisme dialectique, pour prendre des distances radicales avec, évidemment, cette notion même sur ces deux versant, j'y reviens dans une seconde, et la préface qu'Althusser a écrite pour ce texte, bien loin de considérer qu'il s'agit là d'un accident de parcours, se termine sur cette formule démarquée de Freud, histoire terminée, histoire interminable, point d'interrogation, pour expliquer longuement, comme le fait aussi le cours d'une certaine façon dans ce livre, que quelque chose de fondamental du lysenkisme, c'est-à-dire l'idéologie d'État liée au grand projet de transformation de la nature, survit naturellement aux années 30 et 40, de telle sorte que le problème n'est pas simplement d'évaluer quelque chose de passé, mais aussi de diagnostiquer quelque chose de présent. Bon. Alors en ce qui concerne Lecourt et Canguilhem, je dirais que le problème que
que beaucoup a été déjà dit, tout à fait d'accord avec ça. C'est pas la peine de le répéter, mais évidemment, il est très frappant que Canguilhem ait publié le mémoire de DES de Lecourt. C'est un signe de reconnaissance, et ça a largement contribué à faire de ce livre une sorte d'exposé, je dirais pas canonique, mais autorisé d'une certaine façon de ce qu'était ou de ce que devait être l'épistémologie historique complémentaire d'une histoire des sciences épistémologiques. Il y a très peu d'autres exemples de travaux de ces élèves que Canguilhem a fait publier, mais il y en a quelques-uns quand même. Ce que je crois Dominique Lecourt a hérité et qui nourrit effectivement les deux livres que je viens d'évoquer, je sens que je n'aurai pas le temps d'entrer dans le détail, tant pis, c'est évidemment la grande problématique du rapport entre la science et la non-science, qui n'est pas nécessairement l'anti-science. Toute la question étant de savoir quelle est la topologie suivant laquelle il faut les organiser, c'est-à-dire si ce sont là deux catégories qui désignent des phénomènes ou des discours entièrement extérieurs l'un à l'autre, voire éventuellement dans un rapport d'exploitation ou de déformation, ou si au contraire il y a une sorte d'imbrication ou d'interdépendance mutuelle qui est organiquement construite et nécessaire. Alors c'est là au fond, je pense, l'objet de ce que dans mon titre, en empruntant au titre de l'anthologie de textes de Bachelard organisée par Canguilhem, dont je vous invite à relire l'extraordinaire préface d'une page, j'ai appelé le rationalisme engagé de façon prolongée ou continuée. Et je crois qu'il y a chez Lecourt, tant pis, j'irai pas au bout, mais ça fait rien, un texte qui explique ça d'une façon tout à fait remarquable. C'est le texte d'un article repris dans le volume « À quoi sert donc la philosophie ?», intitulé « La rationalité et ses limites ». Texte d'une conférence au Grand Orient de France le 11 mars 1992. Je m'excuse d'introduire tout le temps des anecdotes, mais ceci m'amuse et m'intéresse beaucoup parce que je me souviens d'avoir un jour, à la longue je tenais plus, posé à Dominique la question de savoir si oui ou non il était franc-maçon. Hein. Et alors à ce moment-là, il a botté en touche et il me dit « Est-ce que tu crois ?» Je m'excuse, monsieur le ministre, je ne vais pas faire précéder votre nom des titres nécessaires parce que c'est comme ça que nous parlions entre nous. Il dit « Est-ce que tu crois vraiment que Chevènement m'enverrait négocier avec le Grand Orient si j'étais moi-même, si je faisais moi-même partie de la confrérie ?» Bon, alors évidemment, ce texte est extrêmement éclairant parce que c'est un texte sur les limites du rationalisme. Et plus particulièrement, c'est un texte qui est centré sur l'idée qu'on retrouve longuement dans toute une série d'autres travaux de Canguilhem, suivant laquelle, alors ma phrase va être un petit peu longue, bon, le renversement qui intervient à un certain moment comme une sorte de retour de bâton inévitable de la tradition positiviste et même plus encore de l'idée du déterminisme comme idéal régulateur de toute la connaissance scientifique depuis au moins Laplace et peut-être même avant. Déterminisme, conception du déterminisme qui est une sorte de sécularisation de l'absolu, mais qui recule constamment, Dominique insiste beaucoup là-dessus, non seulement devant la reconnaissance de la fonction épistémologique de l'erreur, mais surtout devant l'acceptation du concept de l'infini dans son acception philosophique, et donc qu'on le veuille au moins ou non métaphysique. Et ici, bien sûr, il cite Spinoza et Leibniz. Donc le renversement de cette tradition ouvre la porte aux philosophies de la nature néo-romantique que Dominique a longuement étudié, en particulier autour de l'énergétisme de la fin du XIXe siècle, mais qu'il inscrit toutes dans la postérité de Schelling et dont les représentants contemporains au moment où il écrit sont les fameux auteurs du livre La Nouvelle Alliance, c'est-à-dire Prigogine et Stengers. Ce qui conduit Dominique à désigner, au fond, comme
comme l'adversaire d'un rationalisme critique ou d'un rationalisme engagé dans la rectification de sa propre idéologie. Le combat contre la nouvelle métaphysique de la nature. Et évidemment, il est très difficile d'imaginer ce que Dominique pourrait dire aujourd'hui ou quel genre de position il pourrait prendre. Mais c'est très difficile aussi de ne pas se poser la question de savoir ce qu'il penserait d'une certaine métaphysique du vivant, dont le mot d'ordre a été formulé par Baptiste Morisot. Le vivant se défend, hein, donc le vivant est un grand sujet collectif qui inclut en la débordant l'espèce humaine et qui semble à beaucoup d'égards fournir la philosophie la plus combative au service d'une certaine écologie radicale. Dominique n'est pas très tendre avec l'écologie, pas plus que ne l'était Canguilhem d'ailleurs, ce qui est un point qui mérite certainement réflexion ou discussion. Bon, alors, j'ai trop parlé. Le parallèle que je voulais essayer d'établir entre le Lysenko et l'Amérique et Darwin, bon, tient au fond à deux points essentiels, et je m'arrête là. Le premier, c'est que ce sont deux ouvrages que je trouve magnifiquement écrits, parce que Dominique Lecourt, non seulement a un style nerveux, mais surtout, il a le sens de la dramatisation de l'histoire. Et c'est là que, évidemment, les enjeux scientifiques et les enjeux politiques viennent simultanément et à tour de rôle occuper le premier plan. La dramatisation de l'histoire, c'est pas la biographie des personnages qui prennent parti. C'est le conflit des forces qui sont incarnées dans des idées ou dans des systèmes de pensée. Bon. Et d'un autre côté, évidemment, d'un ouvrage à l'autre. Bon, alors le premier, au fond, ce sont les deux camps, si vous voulez. Hein, bon. Le premier décrit l'idéologie d'État, la construction de l'idéologie d'État soviétique. Le second décrit l'étroite interaction, de façon beaucoup plus nuancée que je ne le dis ici, entre l'idéologie du marché généralisé, la démocratie pluraliste et la religiosité d'ascendance calviniste qui permet à l'Amérique de se considérer comme nation investie d'une mission universelle. Il y a donc une symétrie entre les deux, il y a un recouvrement, et surtout de l'un à l'autre, il y a un enjeu épistémologique qui concerne l'histoire du darwinisme. De ce point de vue, Dominique Lecourt a approfondi, me semble-t-il, d'un ouvrage à l'autre, et c'est peut-être là d'ailleurs qu'il s'est progressivement inspiré davantage de Canguilhem, en particulier le Canguilhem des idéologies scientifiques que d'Althusser, l'Althusser de l'opposition entre la science et l'idéologie, ou l'Althusser des philosophies du savant. Il y a un approfondissement de la discussion critique à propos des rapports entre la théorie de la sélection naturelle et l'évolutionnisme, non seulement biologique, mais aussi sociologique. Dans le Lysenko, l'évolutionnisme est plaqué sur le darwinisme. Dans le livre sur l'Amérique entre la Bible et Darwin, le problème de l'évolutionnisme ou le conflit interne entre l'idée de la contingence, je suis tenté de dire avec Althusser le matérialisme aléatoire, et d'autre part une certaine forme de téléologie qui introduit rétrospectivement la nécessité dans l'histoire de la vie, devient un problème qui divise la pensée de Darwin en son sein même, ce qui entraîne aussi pour conséquence, ce qui n'est pas inintéressant, que Dominique révise, au fond, il a toujours conservé une très grande admiration pour le travail de Camille Limoges, mais il révise l'utilisation qu'il en fait. Dans le Lysenko, il explique que Camille Limoges a bien démontré que, en réalité, l'idée de la sélection naturelle était présente chez Darwin avant toute lecture de Malthus, et dans le second, il explique que sur ce point, au contraire, on doit critiquer, ou en tout cas nuancer le jugement de Camille Limoges. Le fond de toute cette affaire, c'est l'introduction du problème de la religion,
dans le Lysenko, à travers l'idée que le cœur philosophique du matérialisme dialectique officiel, c'est une certaine ontologisation du marxisme. Dans l'Amérique, la science et Darwin, c'est l'idée que le darwinisme résiste mal, ou en tout cas son utilisation, sauf chez Gould et quelques autres, bon, à un certain finalisme ou au retour de la téléologie. Mettez ensemble l'ontologie et la téléologie, vous obtenez effectivement une sorte de fond théologique qui n'a jamais disparu, ce qui me conduirait, si j'en avais le temps, à suggérer que, au bout du compte, il y a une question que Dominique laisse ouverte, qui est de savoir si l'adversaire, puisqu'on parle en termes de conflit par excellence, contre lequel il faut en permanence prémunir un rationalisme critique, c'est l'idéologie ou bien c'est la religion. Et par conséquent, le rationalisme engagé, est-ce que c'est fondamentalement une philosophie laïque, hein, ou est-ce que c'est fondamentalement une philosophie matérialiste? Peut-être on ne peut pas choisir, mais en tout cas, le dilemme est ouvert. Excusez-moi, j'ai été beaucoup trop long. Merci beaucoup. Alors je propose peut-être qu'avant d'ouvrir la discussion, on laisse la parole à Monsieur le ministre Jean-Pierre Chevènement qui nous fait l'honneur de venir ici en hommage à Dominique Lecourt. Et ça prolongera d'ailleurs sans doute un peu les discussions. Est-ce que vous pouvez... Oui, c'est bon, ça marche. C'est bon. Oui. Merci. Tout d'abord, je vous présente mes excuses, m'adressant particulièrement aux organisateurs, M. Doron et Mme Lefebvre, mais également à tous les autres qui ont eu le mérite d'organiser ce colloque en forme de cérémonie d'hommage à Dominique Lecourt. J'y ai répondu très volontiers, m'excusant de n'avoir pu être là au moment de l'ouverture pour des raisons de santé sur lesquelles je ne m'étends pas. Dominique, je l'avais rencontré au début des années 80. Est-ce que j'étais au gouvernement ou dans l'opposition? Je ne sais plus très bien. Mais à l'époque, chacun sentait bien venir la catastrophe du point de vue de l'éducation nationale. Il fallait anticiper, y réfléchir, voir sur quelle base on pouvait repartir. Et je me souviens bien de Dominique à cette époque-là, avec quelques autres que j'avais réunis avec Philippe Barret dans quelque chose qui n'était pas encore le ministère de l'Éducation nationale, qui s'appelait tout simplement le CERES, Centre d'études et de recherche et d'éducation socialiste. Il y avait là des gens très divers, avec des itinéraires compliqués. Alain Milner, si ma mémoire ne me trompe pas, son prénom c'est Alain Milner. Jean-Claude Milner, me semble-t-il. Châtelet, Perriot, d'autres encore, et nous réfléchissions à ce que pouvait être une politique de l'éducation nationale dite de gauche. C'était au mois de mai 1984. C'est dire que les événements ne nous ont pas laissé le temps de réfléchir beaucoup. En juillet 1984, je me trouvais
inspiré en quelque sorte par la machine, et j'avais accepté de reprendre l'éducation nationale parce que je trouvais tellement malheureux son naufrage, et si contraire à ce que pouvait être la visée d'une politique authentiquement, je n'ose pas dire de gauche, parce que pour moi, il s'est passé tant de choses que je ne suis pas sûr que ça existe encore. Ça existe d'une certaine manière, mais il y a une manière dont ça n'existe plus. Donc, à l'époque, c'était pleinement actuel. La France se vivait encore comme une grande nation scientifique. Comme ministre de la Recherche, j'avais organisé, peu de temps avant, un grand colloque sur la recherche et la technologie, qui a, en 81-82, qui a débouché sur la loi d'orientation et de programmation de juillet 82, si mes souvenirs sont bons. Et c'est à ce moment-là que j'ai donc rencontré Dominique Lecourt. Il ne me semble pas que je l'ai rencontré auparavant. Nous avons tout de suite sympathisé, et il me semble qu'il est venu tout de suite à mon cabinet, en 1984. J'ai lu dans un de vos papiers qu'il disposait de relais institutionnels puissants. Non, Dominique ne disposait que d'un seul relais. C'était son ami, Jean-Pierre Chevènement, qui était un peu par hasard ministre de l'Éducation nationale. Un peu par hasard parce que ça n'avait pas été prévu au casting. Donc, Dominique s'est très vite retrouvé recteur et chargé des enseignements à distance. Il avait beaucoup de projets. On refaisait le monde tous les matins. Et M. Balibar me l'a confirmé, j'ai entendu une partie de son exposé. À l'époque, on ne manquait pas d'ambition. Et Dominique avait imaginé de refonder ce qu'il appelait la nouvelle encyclopédie, par allusion à Diderot, d'Alembert. Et il s'agissait d'oser la science, d'oser la pensée, d'oser un rationalisme de conquête, à une époque où, il faut bien le dire, celui-ci déjà battait de l'aile, car nous étions rentrés dans une période où le rationalisme était très contesté, et où ce qui faisait déjà prime sur le marché, c'était une certaine forme d'irrationalisme. J'ai entendu qu'on parlait d'écologie, et il y a de tout là-dedans, à boire et à manger. Disons que beaucoup prenaient au pied de la lettre un certain nombre d'oracles rendus par des professeurs dont la qualité n'était pas, à mes yeux, évidente, mais c'était contre cette dérive irrationaliste que Dominique Lecourt fourbissait ses armes, qui étaient les armes de la pensée. Lui-même s'inscrivait, cela a été dit certainement avant moi, dans le sillage de Bachelard et de Canguilhem, surtout de Canguilhem, pour lequel Dominique éprouvait une très grande admiration. Et moi, je n'ai joué qu'un rôle extrêmement modeste, ce qui me permettra d'abréger mon intervention. Je n'ai fait que aider des gens qui savaient mieux que moi ce dont ils s'occupaient. Et j'en avais tout à fait conscience. Et l'aide que j'ai apportée à Dominique Lecourt est finalement très modeste. C'est une aide sous forme de crédit, de chercheurs et de responsabilités qui lui ont été confiées et dont il s'est acquitté dans la durée. Car Dominique a duré longtemps et c'est aussi une des sources, je crois, de son efficacité.
la maladie, la mort l'ont soustrait à notre admiration, à notre affection. J'ai le souvenir des toutes dernières années. Cela m'a fait infiniment de peine de le voir ainsi s'effacer. Voilà, donc je voulais témoigner de ma peine, de mon admiration, de la certitude où je reste que le combat d'idées est toujours nécessaire et que celui qui a été mené par Dominique Lecourt était très utile. Je n'ai pas évoqué le Collège international de philosophie avec Châtelet, avec Derrida, avec quelques autres dont tous les noms ne me reviennent pas à l'esprit. Disons qu'ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ne peuvent pas se plaindre d'une tutelle exigeante. Il n'y avait pas de tutelle. Ils étaient libres. Et Dominique a toujours été libre. Il a fait ce qu'il voulait, mais ce qu'il voulait, il le faisait bien. Et je suis heureux que M. Doron et Mme Lelève aient pensé à organiser cette manifestation. J'aurais dû y penser moi-même, j'y ai pensé d'ailleurs, mais j'étais pas vraiment en forme. Hein. Encore une fois, mes excuses pour le retard et la peut-être excessive brièveté de mon intervention. Merci. Est-ce que vous souhaitez échanger avec la salle? Est-ce que je souhaite Échanger avec la salle s'il y a des personnes qui veulent... écoutez, je ne me sens pas très bien. Je vais m'asseoir là. Entendu. Et je vais appeler la personne qui vous accompagne. Un grand merci et on va peut-être ouvrir un peu la discussion avant d'aller manger. Donc s'il y a des réactions aux exposés, aux présentations qui ont été faites, n'hésitez pas. Qui se recoupaient largement, enfin qui discutaient l'une avec l'autre. Oui, je voudrais poser une question à Étienne. Je t'écoute. Concernant, je me souviens à Amiens, quand on avait ce centre de philosophie des sciences, Dominique avait fait une intervention sur Darwin et Marx. Et il expliquait que, de fait, une certaine interprétation du darwinisme par Marx grevait lourdement les positions marxistes de Marx. Qu'est-ce que tu penses de cette... Il faut parler avec précision et pas tous les documents, ni sous la main, ni en tête. Mais je pense pouvoir dire deux choses, si tu veux. Premièrement, il y a une question qui, à certains égards, se superpose à la question des rapports de Marx à Darwin et qui, du point de vue de l'histoire des idéologies, des idéologies scientifiques et des idéologies politiques, a d'une certaine façon plus d'importance, c'est la question du rapport d'Engels à Darwin. Bon, alors on va rentrer dans tous les détails, parce que c'est Engels qui a inventé l'idée du matérialisme historique, certainement pas celle du matérialisme dialectique, qui est une création beaucoup plus tardive, mais qui néanmoins a fourni ses bases de façon explicite dans l'Anti-Düring et dans les manuscrits de la dialectique de la nature, à l'idée qu'il y a une sorte de principe philosophique commun à Marx et à Darwin. Il ajoutait encore d'autres références, qui est justement le principe de l'évolution discontinue, on va dire, etc., qu'est-ce qu'il faut dire, des phénomènes ou des êtres cosmologiques, biologiques et sociologiques. Hein, bon,
Donc le grand responsable d'une certaine façon de l'incorporation d'idées darwiniennes et d'idées marxiennes à une seule et unique vision du monde, c'est plutôt Engels que Marx. Hein. Ceci étant dit, ce qui pose la question de savoir ce qu'on pense de la façon dont Engels lisait Darwin. Et ça, c'est une question compliquée parce que Engels est plus intelligent, plus lucide, plus critique, je dirais, que beaucoup de ses contemporains, à commencer par Spencer, évidemment, en ce qui concerne la compréhension, l'interprétation du processus de découverte et de justification de la sélection naturelle. Hein, bon. Mais et c'est lui aussi qui accroche le grelot de savoir comment interpréter les affinités ou la reconnaissance de dette de Darwin par rapport à Malthus. Donc c'est lui que Camille Limoges rectifie, si tu veux, au réfute. Bon. Alors en ce qui concerne Marx, c'est une autre affaire. Marx était enthousiasmé pour, et Engels lui avait tapé sur les doigts, pour l'œuvre d'un philosophe de la nature, en somme. Je ne me souviens plus si c'est un géologiste ou un biologiste, mais je suis sûr que Claude sait ça beaucoup mieux que moi, qui s'appelait Trémaux, et qu'il considérait comme supérieur à Darwin lui-même du point de vue de l'interprétation de la grande loi d'évolution des choses. Bon. Donc c'est à travers Engels que Marx et Darwin sont assimilés, et en ce qui concerne, et alors effectivement Dominique est revenu plusieurs fois sur cette question de savoir ce qui, d'une certaine façon, conduisait Marx dans l'impasse de l'évolutionnisme généralisé. Bon, alors on peut creuser, il va très loin, je m'arrête. Hein, bon. Il y a en particulier un passage qui me frappe beaucoup, je trouve très remarquable, parce qu'il s'agit de lecture de Marx, là, et pas bon. Hein, et Dieu sait que ces textes-là ont été commentés interminablement dans toute la tradition marxiste, dans lequel il revient sur la fameuse préface de la contribution à la critique de l'économie politique de 1859, qui présente la loi d'évolution ou de transformation des modes de production à travers l'histoire de l'humanité. Et il dit, c'est quand même stupéfiant, le cœur de la politique marxiste, on croyait que c'était la lutte des classes, et il n'en est pas question une seule seconde dans ce texte. Donc chez Marx lui-même, l'évolutionnisme a tendance à dévorer, l'évolutionnisme habillé de dialectique a tendance à dévorer l'aspect critique. Je sais pas, bon, c'est peut-être un peu confus. Non, ça serait long. C'est une longue histoire. Non, ça serait très long, mais je ne veux pas. Dominique Leglu, j'aimerais bien que vous rappeliez, si c'est faisable, à partir de quand Dominique Lecourt s'intéresse ou parle ou écrit sur l'écologie. Et justement, qu'est-ce qui fait que ça le met... ça le hérisse? C'est à moi que vous posez la question? Je ne sais pas si quelqu'un a cette connaissance. Peut-être Claude en sait plus que moi là-dessus. S'agissant de Dominique, non, je n'ai pas étudié la totalité de son œuvre, loin de là. Ce que je pourrais dire de Canguilhem, c'est qu'il y a un article assez célèbre de Canguilhem où il prend position par rapport à l'écologie. Alors de quand ça date, je pense que ça doit dater du début des années 80. Oui. Je ne sais plus quel est exactement le titre de cet article, mais il est très connu et fréquemment cité. Et moi, ce que je voudrais dire, si vous voulez, c'est qu'il me semble que la question, évidemment, de l'écologie est incontournable.
Nous vivons à l'époque du réchauffement climatique, de la catastrophe environnementale et du conflit entre différentes façons d'envisager politiquement et économiquement et technologiquement la réponse, si tant est qu'elle soit encore pensable à cette situation. Je ne veux pas suggérer une seule minute que Dominique, s'il était aujourd'hui parmi nous, considérerait cette question comme secondaire ou comme déjà réglée sur le plan philosophique. Le point important, c'est qu'il y a plusieurs écologies, il y a plusieurs politiques de l'écologie, et il y a aussi plusieurs philosophies, on pourrait dire, de la nature ou du rapport de l'homme à la nature qu'il est hors de question de mettre dans le même sac. Simplement, le fait est que dans les textes que je connais, moi, hein, si vous voulez, bon, je fais un court-circuit. Hein. Je peux penser que malgré les références spinozistes de certains auteurs, Dominique n'avait pas de sympathie pour ce qu'on appelait la deep ecology, et que d'autre part, il avait, alors ça c'est tout à fait certain, non seulement une réticence, mais une hostilité tout à fait déclarée par rapport à ce que Prigojine et Stengers avaient baptisé la nouvelle alliance. Bon, au point de rencontre virtuelle des deux, il y a une métaphysique du vivant dont on pourrait penser qu'elle ne lui aurait inspiré que des réflexions critiques, mais ça n'aurait pas réglé le problème de fond. C'est pas du tout ce que je veux dire. Bien, on va peut-être passer de l'autre côté pour continuer la discussion en mangeant en même temps, puisqu'il y a un buffet. Merci beaucoup, une fois plus, aux intervenants pour ces présentations.